Mais on a mieux vu tout ce que pouvons les coups d'œil à la propos. Ici, dans cet immense champ, pas un homme, pas un moment, pas le moindre avantage du terrain, non, était perdu devant des ennemis qui ne saurions tirer parti des forces, ni du temps, ni des positions. Pas un combat n'était livré qui n'eût une but déterminé et souvent décisif. Il résultait de là non seulement grande gloire pour l'armée, mais grand profit pour l'humanité, car dans la guerre mal conduite, on perd plus de moitié des hommes inutilement. Soit par les combats livrés mal à propos, soit par les maladies qui suivent les campagnes prolongées. La stratégie semble surtout être la prédilection des auteurs. Il en a fait, et avec succès, sa constante occupation. Il me montrait la preuve authentique qui s'était exprimée il y avait déjà 2 ans sous les célèbres campagnes d'Italie en 1796 et celle de Marengo, précisément comme l'effet l'empereur, dans cette dictée de Santa-Lana, confiant de publier en cet instant, c'est-à-dire qu'il avait deviné toutes ses idées et s'est eu à cet égard. Il a fait un travail sur la topographie militaire du théâtre de la guerre en Italie, qui présentait à Napoléon à Milan lors de son couronnement le frappe allemand qui s'écria « J'aurais payé des millions pour voir une telle chose quand j'ai commandé ici !» À ce talent reconnu mais ignoré de Napoléon, venant se joindre encore beaucoup de traits de courage très remarquables, un grand nombre de blessures. Malheureusement, la fatalité a voulu que les hautes chances souffert à nos braves se soient trouvés finis précisément à l'instant où celui-ci, entrant dans la gare, allait sortir de la foule. On sait que l'empereur se plaisait à épuiser son couteau si juste le faisait toujours à coup sûr. C'est son entourage, son intrigue, sans suscitation aucune, quand à vous surgir, inopinément les lobards, les trouaux, les pernards, mon ami allié, avoir son heure était venue. Les heures de l'avant de la labeur, dit-il, sont devenus classiques pour l'art de la guerre. Les militaires iront étudier là bien mieux que dans les livres. Les théories des grandes opérations, là, ils verront inscrites depuis des siècles les resplendissantes gloires des armées françaises. Là est un de ses plus beaux monuments impérissables à jamais tant qu'on lira dans l'histoire que des batailles ont été livrées par le même général et les mêmes troupes. Le 19 à Tonne, les 20 à Williamsburg, les 21 à Landshut, les 22 à Eckmouth, les 23 à Ratisbon. Là, les militaires apprendront la connaissance du terrain, la pratique du coup d'œil, l'emploi des forces, l'opportunité de détachement, tous les secrets des grandes batailles, qui consistent à savoir s'entendre et se concentrer à propos et diriger ses masses selon le terrain et les dispositions de l'ennemi. Mais ces manœuvres doivent en servir des leçons et non pas d'exemples. Il faut les étudier et non les copier. Malheur à qui s'aviserait d'en exécuter de pareils, même dans des conjonctures analogues, car il perdrait certainement son honneur et son armée. Peut oser le tenter et peut en venir à bout. Il faille la toute-puissance du génie et du commandement dans la chef, jointe au plus absolu dévouement de la part de toute l'armée. Des manœuvres présentant les leçons précieuses sur une des parties les plus difficiles de la guerre.
On y apprendra comment on peut arrêter l'exécution d'une opération, commencer à détruire ses avantages, s'y vanter de l'initiative. Ici, en effet, l'archiduc était en pleine opération quand Napoléon est arrivé. Si ces deux généraux avaient été d'une égale force secondaire, le chef français se serait hâté de gagner par Donnerworth et Ratisbonne la rive gauche du Danube. Il aurait gardé ces deux têtes en se réunissant entre Neustadt et Neuberg. Les chefs autrichiens auraient longuement manœuvré sans passer le Danube. Des semaines, des mois se seraient écoulés tant qu'il n'y eut rien de fait. On eût vu une campagne à la Don ou à la Muro. Si les deux généraux avaient été également supérieurs, le chef autrichien aurait continué sa pointe malgré celle des Français, se serait précipité sous le corps de Dao et l'aurait courbouté sur Ratisbonne, là le livrant au cœur de la rive gauche ou au canon de Stadthamhof. Si la ville tenait encore, il serait venu avec sa masse tomber successivement sur le centre à la gauche de l'armée française, dont il aurait eu probablement bon marché. On peut supposer que Napoléon aurait manœuvré avec moins d'audace. Si eux eut affaire à un ennemi de cette force, car il a dit dès le début de sa carrière, la guerre est une affaire des tacts. La première chose est de savoir contre qui et avec qui on guerroie. L'archiduc le savait bien. Messina, toujours grande à la guerre, Daoust se montrant tous les jours plus dignes des plus grands commandements, donneront à Napoléon des preuves de zèle et de dévouement, qualités qui commençaient à devenir assez rares, peu pouvoir être louées. Mais l'un fut l'archi de l'armée, l'exterminateur dans ces 5 journées où, avec la même troupe, il combattit de si grande distance à Arnolfen, à Attenhausen, à Rotenburg, à Landshut, à Eckmühl, à Ratisbonne. Pourquoi des destinées qui se développaient si éclatants et qui alors atteignent la maturité du premier talent devant être si vite terminé. Après ces illustres personnages, les généraux, les officiers, toute l'armée, jeunes et vieux soldats, cavaliers et fantassins, allemands et français, tous se montreront dignes de grands capitaines. Ces victoires de Napoléon feront couronner par les plus grands résultats la désorganisation des armées de l'Autriche, l'ouverture des chemins de sa capitale, l'envahissement de ses provinces et la destruction des préparatifs d'invasion des magasins de la Landwehr, des milices tissées. Enfin, la perte des conquêtes éphémères des archiducs Jean et Ferdinand. L'Autriche se trouvait violemment râpée et plus que d'aimer d'un coup, mais ce coup terrible se ressentit bien plus loin encore dans toute l'Allemagne en même temps, toute l'Europe. La coalition de 1809 venait d'être terrassée tout entière dans les champs de la Laverne. Tous ces projets dépendaient de l'issue de la première bataille. Si l'affaire eût été douteuse, ou si elle eût été contraire à Napoléon, si seulement il avait déféré son attaque, qui eût attendu ses ennemis ou porté des coups moins assurés, il eût été bientôt rejeté de l'autre côté du Rhin et accablé par l'Europe entière. En ce moment, éclataient les insurrections organisées dans le Tyrol, la Westphalie, la Prusse, mais le triomphe d'Eckmühl arrêteront l'empressement qui allait
en s'étendre du Tyrol à la Baltique, refermeront peu le moment à la fois chancelante de la Prusse et de la Russie, retarderont le départ de l'expédition anglaise et dérangeront le plan combiné contre la Belgique et la Hollande. Enfin, ces triomphes comprimeront aussi à l'intérieur de la France et dans nos armées cette intrigue qui nous verrons se développer plus tard. Cependant, Napoléon ne devait pas laisser à l'Autriche le temps de réparer ses pertes. À la coalition, c'est à lui de réunir ses forces, de renouer cette intrigue. Il fallait aller à Vienne pour forcer l'une et l'autre à la paix, car celle-ci était toujours le but de toutes nos guerres, comme le prix de tous nos triomphes.